Bonjour, nous allons Bezrat Hashem voir la Haftara de Parashat Vayetze. La Haftara de Parashat Vayetze est un passage du Navi Hoshea. L'habitude des Ashkenazim est de lire un passage et des Sfaradim un autre passage. Mais ils ont quelque chose en commun dans cette prophétie du Navi Hoshea, qui vivait à une époque durant laquelle le Ham Israël, malheureusement, s'adonnait à l'idolâtrie, à la Avodah Zara. L'époque durant laquelle le royaume d'Israël était scindé. Il y avait d'une part les 10 tribus d'Israël, d'autre part les 2 tribus de Yehuda. Et durant cette période de scission, il y a eu malheureusement des égards en Avodah Zara. Et Hoshea venait réprimander le Ham Israël sur ces égards de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Et ce qui nous interpelle, c'est les reproches, le contenu des reproches de Hoshea à l'égard du Ham Israël qui s'adonnait malheureusement aux habitudes païennes de l'époque, qui était la Avodah Zara. Dans l'Haftara des Ashkenazim, on va prendre un extrait de celle des Ashkenazim et de celle des Sfaradim. Hoshea reproche au Ham Israël la Avodah Zara en leur décrivant un fait historique. Vayivrach Yaakov Sede Aram, Vayavod Israël Beisha ou Beisha Shamar. Votre ancêtre Yaakov s'est sauvé de la menace de Esav chez Lavan, Sede Aram, dans les champs de Aram, chez Lavan. Et il a travaillé chez Lavan pour épouser Léa et Rachel. Lorsque vous mémorisez ces événements, dit Hoshea au Ham Israël, vous devriez prendre les forces pour résister à la tentation de la Avodah Zara qui était un gros Yetzer Hara ambiant à l'époque. Et on ne comprend pas trop comment le fait de se mémoriser le passage de Yaakov Avinu chez Lavan qui travaillait et qui a donc fondé sa famille là-bas, en quoi cet événement constitue un reproche pour le Ham Israël dans leur Avodah Zara, parce qu'ils auraient dû s'inspirer de Yaakov Avinu, de ce qui s'est passé chez Lavan, pour résister à la Avodah Zara. Où est le lien? Comment, en se souvenant du passage de Yaakov Avinu chez Lavan, le Ham Israël résistera à la Avodah Zara? Où est le lien? Dans la Haftara des Sfaradim, marqué Vaïsar el Malach Vayuchal, Yaakov Avinu s'est battu avec cet ange de Esav et il l'a vaincu. Et c'est encore un reproche au Ham Israël dans la Avodah Zara. Où est le lien? Parce qu'il a su vaincre le Malach, donc quoi? C'est pour cette raison que quoi? C'est pour cette raison qu'ils ont les capacités à se méfier, à se préserver de la Avodah Zara. Où est le lien entre les deux choses? Voilà ce que nous allons essayer d'expliquer. Alors pour expliquer cela, je vous propose de voir un petit peu la famille la plus prestigieuse de notre histoire. Dans quel contexte elle a été fondée? Sans aucun doute, la famille juive la plus prestigieuse de notre histoire, c'est la famille des 12 tribus. Et on se serait attendu à ce que la famille la plus prestigieuse, ces 12 tribus, soient fondées dans un environnement idéal pour leur progrès. Et finalement, à l'arrivée, on se rend compte que cette famille la plus prestigieuse a été fondée dans un contexte on ne peut plus hostile. Lavan a Arami, Lavan était rusé, cherchait à déstabiliser, tout faire pour déstabiliser. Bikesh, comme on dit dans la Haggadah, Bikesh la akor et akol, il voulait tout déstabiliser. Et dans ce contexte d'un grand-père hostile, rusé, cette famille la plus prestigieuse a été fondée. Comment pouvons-nous comprendre que c'est Davka, spécialement là-bas, dans ce contexte très hostile,
que cette belle famille est fondée. Comment? Qu'est-ce qu'Hachem voulait nous montrer par là? Quelles sont les forces qui a permis à Yaakov, Rachel et Léa de fonder cette si belle famille pour essayer de nous, à notre tour, de nous inspirer et finalement résister à un environnement hostile. Alors certes, on ne va pas chercher à côtoyer d'un environnement hostile, mais quand on s'y trouve, alors on a les forces d'y résister. Pas seulement d'y résister, de fonder des familles sublimes à l'image de Yaakov, Rachel et Léa. Essayons de voir quels étaient les ingrédients qu'ont utilisés Rachel et Léa, surtout, on va mettre l'accent aujourd'hui sur elles, parce que comme toutes les mères juives, c'était les héroïnes du peuple juif de notre histoire. Et c'est grâce à elles que les maisons sont fondées et réussissent. Quelles étaient leurs qualités qui leur a permis de fonder une si belle famille dans un environnement aussi hostile? Alors voilà. Le Midrash nous dit que Léa, sa grande qualité, je cite, Tafsa Pelech Hoda'a. C'était la qualité de la reconnaissance. Voilà donc la grande qualité de Léa. Pelech Hoda'a. Qualité curieuse. Nous dit le Midrash, son fils Yehuda s'est imprégné de la qualité de sa mère Léa quand il a avoué dans son épisode avec Tamar, Tzadka Mimeni. Il a avoué que c'est oui, effectivement, c'est avec lui qu'elle a eu cette relation. Donc le Midrash ici nous parle de la qualité de Léa qui est la Hoda'a et nous dit que Yehuda a hérité de la qualité de sa mère. Et on ne comprend pas trop où est le lien entre la reconnaissance et admettre que cette relation de Tamar était avec lui. Reconnaissance, a priori un remerciement, mais là, il admet une réalité. Où est le lien entre les deux qualités? Et on va voir dans les A, où est-ce qu'on voit qu'il y a eu cette Hoda'a. On revient tout de suite à cela. Rachel, nous dit le Midrash, sa force c'était Peler Shtika, c'était le silence. Rachel était capable de garder le silence quand Lavan a donné Léa à sa place. Voilà donc sa grande qualité. Et les descendants de Rachel, par exemple la reine Esther, nous dit le Midrash, En Esther Magedet et Hama vet Moladta. Elle était capable de garder le silence concernant ses origines dans le palais d'Achashverosh. Donc nous avons deux qualités décrites par le Midrash un peu obscures a priori. Léa, c'est la Hoda'a, la reconnaissance. Yehuda a hérité la qualité de sa mère. On ne voit pas trop quelle est cette qualité, quel est l'héritage de Yehuda. Rachel, sa qualité, c'est le silence. Alors certes, c'est rare, des gens silencieux, mais en quoi c'est une qualité qui permet de la caractériser et qui explique comment elle a réussi à fonder une si belle famille. Esther aussi, elle a hérité de ce silence, mais en quoi ça caractérise une grandeur? Voilà ce que nous allons essayer d'expliquer. Alors il semblerait que la qualité de Léa, la Hoda'a, n'est pas simplement une reconnaissance. Quand on dit merci, on reconnaît un bienfait qu'on nous a offert. Ça va beaucoup plus loin que cela. Parce que lorsqu'on réfléchit, on se rend compte que certains ont du mal à admettre les bienfaits qu'on leur offre. Parce que toute reconnaissance d'un bienfait qu'on nous a offert est contraignant. Parce que si j'admets qu'on m'a fait quelque chose de bon, qu'on m'a offert quelque chose de bon, alors ça m'oblige à être empli d'un sentiment de reconnaissance et donc d'être redevable. Or, il y en a qui ne supportent pas des réalités contraignantes et ils fuient les réalités contraignantes. Ils sont capables de rentrer dans un cocon imaginaire dans lequel toutes les réalités contraignantes disparaissent. Nous disent nos maîtres, Rabbi Yitzhak Hutner à leur tête, la Hoda'a qui en fait exprime un remerciement, Toda en hébreu, Toda c'est la racine de Hoda'a. Donc dire merci, en fait, c'est aussi admettre un fait. Odat Ba'aldin, reconnaître lors d'un litige un fait, ça s'appelle Odat Ba'aldin. En hébreu donc, remerciement et admettre un fait,
Toutes ces deux notions sont abritées dans le mot Hoda'a. Le lien est comme on l'a expliqué. Parce que pour être reconnaissant, il faut admettre cette réalité qu'on nous a offert quelque chose et qu'on est redevable. Donc on admet un fait, on admet une réalité contraignante. Ne pas savoir remercier correctement, c'est refuser d'admettre des réalités contraignantes. Or, l'une des clés de la réussite dans la vie, c'est de ne jamais fuir des réalités contraignantes. Lorsque, par exemple, dans une maison, il y a un problème auquel nous devons apporter une solution, alors certains, dès qu'ils voient quelque chose qui pourrait un petit peu menacer leur tranquillité, ils fuient. Et ils vont se réfugier dans un monde quelque peu imaginaire dans lequel ils se disent « oui, tout cela va se résoudre tout seul ». Or, les problèmes, lorsqu'on ne leur apporte pas des solutions, ils ne font qu'amplifier. Rien ne se résout tout seul. Il faut apporter des solutions. Et donc, il faut avoir le courage d'admettre des réalités contraignantes. Savoir remercier quelqu'un qui nous a offert un bienfait, c'est savoir avoir du courage. Le courage d'admettre cette réalité contraignante qui donc fait naître un sentiment chez nous d'être redevable. On comprend d'après cela le lien qu'il y a entre la qualité de Léa de Hoda'a et la qualité de Yehuda qui a admis que Tamar avait eu cette relation avec lui. Parce que c'était reconnaître quelque chose de très contraignant. Mais Yehuda a côtoyé sa mère, Léa, et savait affronter des réalités contraignantes. Léa, c'était une battante. Léa, c'est une battante, c'est celle qui n'a jamais reculé devant les difficultés. Elle affrontait les difficultés, leur apportait des solutions. Normalement, elle n'aurait pas dû se marier avec Yaakov. Elle était le zivoug de Esav. Mais elle a pleuré jusqu'à s'abîmer les yeux pour qu'Akadosh Baruch Hu lui offre la capacité de se rallier à Yaakov. Normalement, elle aurait dû être l'une des Imaot, mais avec Esav, parce qu'Esav avait un grand rôle, sur lequel nous reviendrons, Bezrat Hashem, une autre fois, Blineder, un rôle aussi de père fondateur du Ham Israël. Il n'a pas su réaliser ce rôle. Léa lui était destinée. Et Léa ne recule devant rien. C'est une battante. Elle ne recule jamais devant des réalités contraignantes. Alors qu'elle avait donc beaucoup de retard par rapport à Rachel. Elle était ralliée à Esav. Elle supplie Hachem parce qu'elle veut, quand elle voit Esav, la dérive de Esav, elle supplie à Kadosh Baruch Hu de lui donner la possibilité de se rallier à Yaakov. Et elle va fonder avec lui 6 des 12 tribus. Alors qu'elle avait un temps de retard, elle va avoir dans ses enfants la tribu de Lévi, Keter Torah, tribu de Issachar, Keter Torah, la tribu de Lévi, Keter Keuna, et la tribu de Yehuda, Keter Malchut. Donc tous les titres honorifiques du Ham Israël, comme Issachar pour la Torah, comme Lévi pour la Keuna, comme Yehuda pour la Malchut, c'est elle qui va les avoir. Léa est une battante, elle sait être moda, elle admet les réalités contraignantes. Lorsqu'il faut obtenir quelque chose, elle va se battre. Elle ne recule pas devant ces réalités qui demandent un gros investissement. Et c'est d'elle que Yehuda s'est inspiré. Et la première condition pour être capable d'apporter à une maison ce qu'on doit lui apporter, c'est de savoir identifier les lacunes auxquelles nous devons apporter des solutions et ne pas fuir dans un monde imaginaire selon lequel les problèmes vont se résolver ou n'en sont pas réellement des gros problèmes. On minimise parce qu'on refuse d'affronter les réalités contraignantes. Être capable de remercier sincèrement, c'est être capable d'affronter, entre guillemets, la réalité du sentiment d'être redevable. C'est ça la Hoda'a. Et c'est pour ça que quand Léa a appelé Yehuda ainsi, c'est parce qu'elle sait Apam Odet Hashem. Donc la qualité de Léa, c'est Apam Odet Hashem. Elle sait être reconnaissante, elle sait avoir le sentiment d'être redevable dans toute sa splendeur. Elle ne va pas minimiser ce qu'on lui a fait. Pour fuir un bienfait qu'on nous offre, certains ont tendance à minimiser le bienfait.
ça va, il n'a pas fait trop d'efforts. Pourquoi? Parce que ça atténue le sentiment d'être redevable à l'égard de mon bienfaiteur. Léa, quand elle a eu Yehuda, elle a été pleine de Hoda'a. Apam Odet Hashem. Parce que Léa, c'est une battante. Elle ne recule jamais devant les réalités contraignantes. Elle sait apporter les solutions qu'il faut avec toute la contrainte que cela exige. Et elle a donné à Yehuda la force de la Hoda'a. Elle a donné à Yehuda la force de la Hoda'a, et c'est parce que il a côtoyé sa mère, qu'il a hérité de ses qualités et qu'il a eu le courage d'admettre cette réalité très contraignante de la relation qu'il a eue, lui, avec Tamar. Et en réalité, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que pour avoir le courage d'admettre ces réalités contraignantes dans une maison, il faut savoir à quel point la maison est centrale. Quand il y a des questions d'une grande importance, on ne peut pas se réfugier dans un monde imaginaire, dans une bulle où tout paraît rose. Mais pour véritablement apporter des solutions à ces réalités contraignantes, il faut avoir la conscience à quel point une maison est importante. Et lorsqu'une femme juive a la conscience profonde de l'importance d'une maison, à quel point c'est sa vie, alors elle ne peut pas reculer face à des réalités contraignantes. Et je me permettrai d'apporter un petit exemple de cela dans la Torah. À quel point, pour une femme juive, la maison, c'est l'essence de ce qu'elle est. Et donc, quand elle a imprégné cette réalité, elle ne recule jamais, même si elle est très contraignante. Lorsque Eliezer va offrir à Rivka des cadeaux, il y a marqué qu'il lui offre une boucle de nez, et la Torah nous décrit le poids de cette boucle de nez. Elle nous dit que c'est Beka. Beka Mishkalo. Donc le poids de cette boucle de nez, c'était le poids d'un Beka, qui était aussi le poids du Martzita Shekel, du demi-shekel que le Am Israël offrait au Beth Amikdash pour les socles, pour les korbanot. Eliezer, le premier des cadeaux qu'il offre à Rivka, il lui offre une boucle de nez qui évoque le Machatzita Shekel, le demi-shekel, qui était donc contribution du Ham Israël pour les socles et les korbanot. Mais on se demande pourquoi Eliezer, dans son cadeau, premier cadeau à Rivka, évoque ce Machatzita Shekel. Quel rapport avec le Machatzita Shekel? Pourquoi il croyait bon d'évoquer cette mitzvah de Machatzita Shekel? Réponse, pourquoi est-ce qu'on donne Machatzit? Pourquoi est-ce qu'on donne une moitié? Chaque juif donne une moitié au Beth Amikdash parce qu'il doit avoir le sentiment qu'il n'est que partiel et que le Beth Amikdash va le compléter. Et quand on se connecte à un complément, c'est là où on a un sentiment de plénitude par définition, puisqu'on est complété, et là on éprouve les plus belles satisfactions. Le sentiment de plénitude, qui est la plus belle joie, la plus belle satisfaction, résulte de notre capacité à nous connecter à ce qui nous complète réellement, à ce qui nous correspond réellement. Eliezer, lorsqu'il offre à Rivka cette boucle qu'ils avaient l'habitude à l'époque de poser sur le nez, dont le poids était semblable au Machatzita Shekel, lui dit que ce rayonnement que cette boucle va offrir sur son visage sera le résultat d'une profonde prise de conscience que la maison, pour une femme juive, c'est son complément. C'est finalement ce qui la complète et qui lui donne un sentiment de plénitude. Alors c'est vrai, elle sortira là où elle a besoin de sortir, mais pour mieux revenir. La différence qu'il y a entre une femme juive et une femme goy quand ils sortent, c'est que la femme juive, quand elle sort pour mieux revenir chez elle, pour être plus performante chez elle, dans les valeurs qu'elle va inculquer à ses enfants. La femme goy, quand elle entre chez elle, c'est pour mieux ressortir. Donc la femme juive sort pour mieux revenir, et la femme goy rentre pour mieux ressortir. Et lorsqu'on a conscience de la centralité dans notre vie, de la maison, à quel point notre épanouissement aussi en dépend, et que une adhésion sincère et parfaite aux défis de la maison, et les solutions que nous apporterons à ces défis, sont vitales pour nous, alors véritablement nous reculerons devant rien. C'est uniquement lorsqu'on minimise l'importance que nous refusons d'affronter ces réalités contraignantes. Léa était une battante. Léa, elle savait être moda. Elle savait admettre les réalités, même si elles sont très contraignantes. Quand on est modé à Hachem,
être reconnaissant face aux bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, c'est contraignant. Parce qu'il nous donne tant et nous lui rendons si peu. Admettre vraiment à quel point Akadosh Baruch Hu nous offre tant, c'est contraignant. Pour remercier Hachem, pour être modé à Hachem, on ne pourra remercier Hachem sincèrement que si on est capable d'admettre des réalités contraignantes. Quelqu'un qui n'est pas capable d'admettre des réalités contraignantes ne pourra pas véritablement apprécier à sa juste valeur les bienfaits d'Hachem, parce que apprécier à sa juste valeur les bienfaits d'Hachem, c'est contraignant, ça demande d'être redevable, donc d'essayer de faire mieux ce qu'Hachem attend de nous. Ça, c'était la qualité de Léa. Donc la qualité première qui permet de fonder la plus belle des familles, la plus prestigieuse des familles de notre histoire, c'est d'abord savoir identifier ce qui nécessite des solutions et ne jamais fuir ces réalités, même quand elles sont contraignantes. La deuxième qualité, c'est la qualité de la pnimiout. Lorsque Rachel était chatkanit, elle savait rester silencieuse. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Pourquoi certains ont du mal à rester silencieux? Des fois, ils ont du mal à garder un secret. Ou même lorsqu'ils garderont, ils laisseront apparaître qu'ils savent quelque chose que d'autres ne savent pas. Pourquoi est-ce que certains ont du mal à garder le silence dans un secret, par exemple? Parce que lorsqu'on est trop orienté vers l'extérieur, alors toutes les informations dont nous disposons qui pourraient nous apporter un certain prestige extérieur sont gâchées lorsqu'ils sont à l'intérieur. Mais lorsque quelqu'un vit une vie intensément intérieure, alors finalement, il ne cherche pas forcément ce prestige extérieur, il est capable de garder tous ses secrets. Rachel, quand elle était chatkanit, ça veut dire qu'elle avait une qualité de pnimiout splendide. Et la plus belle des qualités que l'on peut inculquer à nos enfants, c'est cette qualité de pnimiout, c'est cette qualité d'être des êtres d'intérieur, c'est-à-dire de vivre notre vie, pas simplement à travers le regard que l'on pose sur nous, mais d'être ce que l'on doit être sincèrement. Ça, c'est le corps de la pnimiout. Et c'est ça qui permet véritablement à une femme de s'investir chez elle, parce qu'elle est pnimite, elle est intérieure, donc elle est capable de s'investir à l'abri des regards. Alors que d'autres ne sont pas capables de s'investir à l'abri des regards. Tous investissement, pour certains, a besoin d'être vu et su de tous. Ça, c'est la qualité de la pnimiout. La qualité de la pnimiout, c'est ce qui injecte dans les zones les plus reculées du cœur de nos enfants les plus belles des valeurs. Lorsqu'on est pnimi, alors c'est véritablement ce qui imprégnera nos enfants. Lorsque nos enfants nous observent et nous trouvent un peu superficiels, ce que l'on fait, c'est uniquement motivé par le regard, pour le paraître, alors finalement, les valeurs que nous leur inculquons resteront superficielles. Mais lorsque nos enfants voient à quel point nous sommes intérieurs, alors là, véritablement, ils sauront s'imprégner de toutes les plus belles valeurs que nous cherchons à leur inculquer. Donc finalement, il y a une complémentarité entre les qualités de Léa et celles de Rachel. Léa, c'est celle qui savait apporter des solutions aux défis qu'exige une maison et ne fuyait jamais. Rachel, quant à elle, était Akeret Baït. Ikaro Shel Baït, l'essentiel de la maison. C'est celle qui était tellement pnimite, et elle savait, à travers son exemple, dans la maison, parce qu'elle était Ikaro Shel Baït. Rachel, elle ne sortait pas, elle était chez elle. Parce qu'elle est chez elle, alors les enfants qui la côtoient la voient prier, la voient faire ce qu'il y a de plus authentique, à l'abri des regards, par conviction sincère. Et c'est ça qui finalement pénètre le plus profondément dans le cœur de nos enfants et ne le quitte jamais. Cette complémentarité entre Rachel et Léa qui savait apporter des solutions aux problèmes, qui exigeaient des solutions, s'enfuir des réalités contraignantes. Rachel qui était tellement pnimite, qui allait donc injecter tout ce qu'il y avait de meilleur dans le cœur de ses enfants, c'est ça qui a créé ce contexte idéal dans la maison de Yaakov et qui, malgré l'hostilité immense de Lavan à l'égard de ses petits-enfants, ils ont su la préserver, leur maison. Quand on a une maison forte, les vents les plus violents ne sauront abîmer, déstabiliser cette maison. Lorsque nous avons des maisons avec des valeurs fortes,
aucun vent, même l'hostilité d'un homme rusé, d'un grand-père rusé, tel que Lavan ne pourrait finalement porter atteinte à cette maison. Quant Hoshea reproche au Ham Israël la Avodah Zara, il prend pour référence cette maison prestigieuse qu'a fondée Yaakov chez Lavan. Cette famille prestigieuse. Parce que, quelque part, le Ham Israël de l'époque qui faisait Avodah Zara, donc adoptait des comportements d'égoïme, mais se disait, que veux-tu, Hoshea? Comment pouvons-nous résister aux tentations que les goïms nous proposent? On ne côtoie pas que des tzadikim, on côtoie aussi des goïms. Il est très difficile d'être imperméable aux tentations que les goïms cherchent à nous inculquer. Comment pouvons-nous être totalement imperméables à la Avodah Zara qui étaient les valeurs des goïms de l'époque, la pratique des goïms de l'époque, le mode de vie des goïms de l'époque? Là-dessus, Hoshea leur répond, observez votre ancêtre. Il a su préserver sa maison de l'hostilité de Lavan, du danger de Lavan. Il a su créer une maison splendide dans l'endroit le plus hostile. Parce que lorsqu'on sait protéger sa maison, lorsqu'on sait apporter les solutions à certains défis que l'on sait nommer, sans concession, avec toute la contrainte que cela exige, et qu'on sait être intérieur, et s'investir dans notre intérieur, et inculquer des valeurs d'intérieur, finalement, on se débarrasse de toutes les menaces d'égoïsme, et on remplace ces valeurs nauséabondes par des valeurs splendides qui vont aller se loger au fond du cœur de nos enfants. Oui, c'est possible, si on le souhaite, de se préserver de cette influence négative que l'égoïsme cherche à nous inculquer. Oui, lorsque la maison est forte, lorsque la maison est protégée, lorsqu'il y a de l'intensité d'intériorité dans la maison, lorsqu'elle est protégée comme Léa savait le faire, lorsqu'il y a une intensité d'intérieur comme Rachel savait le faire. Alors oui, une maison forte fait naître des enfants forts et qui sont capables de se protéger de l'environnement le plus hostile, tel que Lavan voulait. Yaakov a su protéger, créer avec Rachel et Léa cet environnement magnifique qui allait protéger donc leurs enfants de l'influence néfaste de Lavan. Voilà donc ce que notre paracha, ce que notre haftara nous enseigne. C'était ce que Hoshea fait comme reproche au Ham Israël. Jamais nous ne pourrons dire que nous sommes impuissants face à certaines valeurs que la société véhicule, puisque finalement, oui, nous sortons à l'extérieur, nous côtoyons des gens qui ne sont pas idéaux. On ne peut pas finalement, véritablement, se couper du monde extérieur et des valeurs qu'il véhicule et de tous ces mots. Et là-dessus, Hoshea, comme il disait au Ham Israël à l'époque, il nous le répète à notre époque. Il nous dit c'est faux. On est tout à fait capable, oui, même si autour de nous, il y a des valeurs qui finalement nous paraissent insurmontables, dont on est condamné à être touché, c'est faux. On a les capacités, si on fait une maison forte, si on crée des lieux protégés avec toutes les valeurs que nous avons évoquées. Mais attention, les maisons ne sauraient être ce qu'elles doivent être, comme on l'a décrit, que parce que les Baté Midrashot, les lieux d'études, sont forts. Un jour, le Hadmour de Satmar est venu chez le Chazon Ish et lui a dit, il est marqué dans le Rambam, que lorsque quelqu'un côtoie un environnement négatif, il doit se sauver dans le désert parce que il ne pourra pas résister à cette influence. Alors, le Hadmour de Satmar demandait au Chazon Ish, mais aujourd'hui alors, dans certains endroits, on devrait se sauver dans le désert. Qu'est-ce qui nous permet finalement de continuer à côtoyer? On est condamné à être influencé. Le Chazon Ish lui dit, les déserts d'aujourd'hui, c'est les yeshivot et les Baté Midrashot. C'est ça les déserts. Les déserts dont parle le Rambam, qui nous protège de toute influence, c'est les yeshivot et les Baté Midrashot. Lorsque un homme est correctement ancré dans un Beta Midrash, où il y a une étude intense, alors sa maison, il sait transporter le Beta Midrash aussi un petit peu chez lui, avoir cette influence du Beta Midrash chez lui. Et donc, il sait forcément protéger sa maison. Il sait donner les forces à son épouse pour rallier aussi ces deux qualités
que nous avons hérité de nos Imahot, Léa et Rachel. Cette capacité à protéger, comme il y a marqué d'ailleurs dans la Gemara, que celui qui n'est pas marié est un homme sans muraille. La femme est la muraille de l'homme. Comme ça, la Gemara dans Yevamot Daf Samech Bet, elle dit Sharoui belo isha, sharoui belo choma. Donc, c'est-à-dire que la femme, c'est la muraille. C'est elle qui protège son mari, c'est elle qui protège sa maison face à toutes les agressions extérieures. Comme Léa savait le faire, elle admet, elle voit les réalités contraignantes et elle leur apporte des solutions. Et aussi, donc, avec Rachel, qui est une femme d'intériorité splendide et qui, finalement, sait injecter dans le cœur de ses enfants les plus belles des valeurs. Yehi Ratson, qu'on sache nous aussi être à l'écoute de ce message de la Haftara de Hoshea. C'est pour ça d'ailleurs aussi que Hoshea prend pour référence la victoire de Yaakov sur le malach de Esav. Le malach de Esav finalement qui est que chitzoniout. Esav c'est tout le paraître. Le goy c'est le paraître. Donc finalement ce combat qu'il y avait entre Yaakov et le malach, c'était un combat sur les fondamentaux du peuple juif. Le peuple juif est celui de l'être. Il est intérieurement. Et ça voulait lui faire disparaître l'être pour donner la priorité au paraître. C'était un combat très difficile. Yaakov a vaincu ce malach. Il a vaincu ce malach, ça veut dire qu'on a des forces splendides, surnaturelles, qu'on a hérité de Yaakov, qui nous ont été inculquées de Yaakov Avinu, surnaturelles, qui peuvent être des anges, pour véritablement être capables de résister à cet assaut de Esav, qui nous abîme notre intériorité, pour finalement donner l'illusion que le paraître est bien plus important que l'être. Ça, c'est donc le reproche de Hoshea. Toutes les générations, il faut savoir être capable, et qu'on est capable. Il faut savoir qu'on est capable de résister à ces assauts de Esav, et finalement soigner nos maisons, soigner notre intériorité, pour Be'ezrat Hashem, donner les plus belles familles, les fruits les plus prestigieux, pour la splendeur du Ham Israël. Shabbat Shalom, umevorach vechol tov. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.